Aujourd'hui, nous allons approfondir la compréhension de la déshydratation en explorant quelques statistiques frappantes. En effet, la déshydratation est un problème de santé publique sous-estimé, mais pourtant ses impacts peuvent être très graves et variés. Donc même si c'est un sujet qui semble basique et connu de tous, moi personnellement, je vois autour de moi que beaucoup de personnes ne s'hydratent pas bien du tout et donc peuvent accumuler tout un tas de symptômes et le lien n'est pas toujours fait. C'est pour ça que ces derniers temps, j'ai fait des recherches afin de synthétiser un maximum les informations pour vous les transmettre dans cet épisode. Alors j'espère que vous allez apprendre beaucoup de choses et que vous allez pouvoir mettre des actions en place pour améliorer votre hydratation. Juste avant de commencer, je vous préviens que la fiche récapitulative de ce podcast est disponible gratuitement en téléchargement. Rendez-vous sur mon site web pour ça. Et comme ça, vous n'avez pas besoin de vous concentrer à prendre des notes, sauf si vous le souhaitez. Mais comme ça, vous pouvez aussi gagner du temps et vous alléger l'esprit juste en vous focalisant sur ce que je vais vous raconter. Alors c'est parti, on va commencer avec les chiffres. Donc, déjà, au niveau de la prévalence générale, on peut dire qu'environ 75% des Américains sont chroniquement déshydratés. Tandis que dans les pays développés, environ 20% des admissions à l'hôpital pour des personnes âgées sont dues à de la déshydratation. Au niveau des conséquences sanitaires, donc une déshydratation de seulement 1 à 2% du poids corporel peut déjà altérer la mémoire, la concentration et causer des maux de tête. Une déshydratation de 3% peut réduire les performances physiques de 10%. Les personnes à risque sont vraiment les personnes âgées, évidemment, mais pas que, on va le voir plus tard, parce que ces personnes-là, en fait, on peut remarquer au niveau des chiffres que jusqu'à 40% des personnes âgées hospitalisées sont déjà déshydratées. Et n'oublions pas aussi les enfants, parce que surtout en période de chaleur intense, il y a environ 10% des visites aux urgences pédiatriques qui sont liées à la déshydratation. Alors au niveau de l'impact sur les performances, on peut dire physique mais pas que, la déshydratation peut entraîner une réduction des performances d'une baisse de 20 à 30% chez les athlètes. Et concernant les travailleurs qui sont exposés à des environnements chauds, ils perdent en moyenne 1 à 2 litres d'eau par heure, ce qui va évidemment augmenter le risque de déshydratation s'ils ne s'hydratent pas correctement. On peut penser notamment aux ouvriers. Au niveau du coût économique, on peut dire que les coûts médicaux associés à la déshydratation chez les personnes âgées aux États-Unis dépassent $1 milliard par an. Et concernant les pertes de productivité dues à la déshydratation au travail, elles sont estimées, à plusieurs centaines de millions de dollars chaque année. Alors l'impact est aussi marqué au niveau des troubles cognitifs chez les personnes de tout âge, parce qu'une étude a révélé que les personnes légèrement déshydratées faisaient déjà 12% d'erreurs de plus lors des tests cognitifs. Alors quelques informations par rapport à l'eau, c'est plus ou moins 5% de la masse grasse et 70% de la masse maigre, donc c'est-à-dire des muscles, donc c'est énorme, et 40 à 70% de la masse corporelle totale. Alors quelques rôles principaux par rapport à l'eau, bien entendu l'équilibre acido-basique, le maintien du volume sanguin, le transport d'oxygène, la lubrification des articulations, la digestion et l'absorption, l'élimination des déchets et le maintien de la température corporelle. Au niveau des signes, des symptômes qui nous font comprendre qu'il est temps de s'hydrater, à un moment donné, on a vraiment envie et besoin de boire, on le sent, on a la bouche sèche, on a une urine foncée et moins fréquente, on a de la fatigue, de la confusion mentale, des étourdissements, une peau sèche, une élasticité réduite, des maux de tête, par exemple. Alors, les conséquences, évidemment, elles n'arrivent pas subitement comme ça, il y a plusieurs étapes, plusieurs niveaux de gravité, de conséquences, et on va les voir ici. Globalement, au tout début, on va déjà avoir une altération de l'humeur, une perception de la difficulté augmentée, une concentration diminuée, des maux de tête comme je l'ai dit. À partir de 2%, on va avoir une soif intense, des capacités physiques altérées et une perte d'appétit aussi. À partir de 3%, on va avoir une baisse du volume sanguin. À 4%, on va avoir une fatigue importante et des capacités intellectuelles dégradées et une hausse de la fréquence cardiaque. À partir de 6%, on va ressentir un épuisement, une asthénie, des nausées, une hausse de la température corporelle et une hausse du pouls. À 8%, on va avoir des faiblesses, la confusion mentale, voire des délires. À plus de 10%, là, on a vraiment une défaillance au niveau rénal et des accidents irréversibles, voire la mort. Alors au niveau du sodium dans le sang, donc la concentration du sodium dans la transpiration est 4 à 5 fois plus faible que dans le sang. Et donc, contrairement à l'eau qui est moins concentrée dans le sang et plus transpirée, c'est-à-dire qu'on va avoir un excès de sodium sanguin concentré. En vérité, le manque de sodium se provoque surtout en cas d'excès d'apport en eau parce qu'il va être trop dilué. Les reins vont détecter une baisse du volume dans le sang et vont limiter les pertes en sodium. Alors, afin d'économiser un maximum les pertes en eau, on va avoir l'hormone antidiurétique vasopressine qui va vraiment s'assurer de concentrer un maximum les urines pour limiter cette perte en eau. Au niveau des performances musculaires, donc en cas d'effort, on va clairement avoir une diminution de la force et de l'endurance, on va avoir une fatigue plus rapide, une récupération plus lente,
On va avoir des spasmes, des crampes plus fréquemment et aussi un impact sur les contractions musculaires qui ont besoin de sodium. Au niveau psychologique, comme je l'ai dit, on va avoir des troubles d'humeur, de la confusion, de l'irritabilité, donc on va être plus de mauvaise humeur, on va plus vite s'énerver. On va avoir une diminution des fonctions cognitives comme la concentration, la mémoire à court terme, la vigilance et une augmentation du stress, de l'anxiété, de la dépression notamment. Au niveau cardiovasculaire, respiration, on va avoir un épaississement du mucus au niveau des bronches et donc ça va augmenter le risque d'infection. On va tomber plus facilement malade en quelque sorte. On va aussi avoir une sécheresse au niveau des voies, ce qui peut amener à de l'inflammation et du coup à avoir des gènes. Et aussi le volume sanguin qui va diminuer va forcément apporter moins d'oxygène et donc générer de la fatigue. Car pour produire de l'énergie, on a besoin d'oxygène et donc une bonne circulation. Cela peut aussi engendrer une prise de poids. En effet, la confusion entre la soif et la faim va inciter à manger plutôt qu'à boire de l'eau. En général, quand on n'est pas trop connecté à ces ressentis, on croit qu'on a faim et on va manger. Et avec un peu de malchance, on va manger des aliments qui vont augmenter la déshydratation. On va aussi avoir un métabolisme ralenti et donc le stockage de graisse qui va être augmenté. En plus de cela, on peut évidemment avoir une rétention d'eau. Au niveau de la sphère digestive, on va aussi avoir pas mal d'impacts. Au niveau intestinal, déjà, on peut avoir un ralentissement du transit et donc une augmentation du risque de constipation. On peut aussi avoir le syndrome de l'intestin irritable qui s'aggrave avec des douleurs, des ballonnements, un transit qui n'est pas régulier. Au niveau de l'estomac aussi, plusieurs problématiques possibles, comme l'épaississement du mucus. Donc le mucus est une petite couche de protection autour de l'estomac. Le problème, c'est qu'à force de s'épaissir, elle va exposer la muqueuse à l'acide gastrique et augmenter le risque d'ulcère gastrique. On va aussi avoir une production du mucus qui sera réduite, ce qui va diminuer encore plus la protection de la muqueuse gastrique des acides lors de la digestion. Et de plus, on va aussi avoir un impact sur la sécrétion, sur l'action des enzymes digestives. En parlant d'enzymes digestives, en fait, la déshydratation peut vraiment réduire la sécrétion des sucs digestifs, mais ils se trouvent partout, pas uniquement dans l'estomac. Donc déjà dans la salive, dans le suc gastrique évidemment, dans le suc pancréatique et dans la bile. Donc à toutes ces étapes de digestion, il y a des enzymes digestives qui commencent déjà dans la bouche, et déjà ça peut être perturbé par rapport à la déshydratation. Le souci ici, c'est que si déjà on n'a pas les bonnes enzymes pour digérer, le corps va avoir beaucoup de mal à digérer ces aliments, donc ça va encore prendre plus d'énergie pour le faire. Les aliments vont de toute façon être mal digérés, mal absorbés, donc ça va générer des carences, des inconforts et peut-être même des intolérances à force de créer un espace inflammatoire au niveau de la barrière intestinale. Peut-être que ça va générer une dysbiose, une perméabilité, ce qui va engendrer un déséquilibre et un cercle vicieux. Donc vous voyez à partir de juste de la déshydratation, tout ce qui peut en découler. On peut aussi avoir des infections urinaires bien entendu et celles-ci sont toxiques si elles sont trop concentrées. Et dernier point au niveau digestif, les calculs biliaires, car il y a une concentration accrue de la bile dans la vésicule biliaire. Et pour rappel, la bile est un liquide produit par le foie pour aider à digérer les graisses. Lorsqu'il y a moins d'eau dans le corps, forcément la bile peut devenir plus épaisse et plus concentrée, ce qui va favoriser la formation des calculs biliaires. On peut aussi, avec la déshydratation, accumuler les lactates. 85% que l'on fabrique dans nos muscles est éliminé par les reins et la transpiration. Donc un sportif qui ne boit pas suffisamment va garder toute cette charge acide dans ses muscles, mais également dans son cerveau, ce qui va augmenter l'acidité de manière générale. Et ça, c'est toujours mauvais parce que c'est un déséquilibre qui va durer plus longtemps que prévu. Et le corps va devoir tamponner tout ça. Et pour tamponner l'acidité, l'inflammation, le corps il va puiser dans les minéraux, c'est-à-dire dans les os, notamment dans les réserves, pour faire face et tamponner tout ça. Et ça va générer de nouveau des carences, et les carences vont engendrer pas mal de soucis aussi. Et donc au niveau des lactates, il reste les 15% qui eux sont généralement recyclés par le foie pour faire du glycogène. Donc c'est la forme d'énergie de réserve qui est stockée dans le foie, dans les muscles. C'est du glucose en fait, sous forme de réserve, rapidement disponible en cas d'effort par exemple. Donc le problème il est là, c'est quand il y a un manque d'hydratation ou voire de repos. Si on fait trop de sport, ça va aussi générer cet excès d'acidité qui va rester présent dans les muscles trop longtemps et donc ça va aussi augmenter le risque de blessures et de courbatures. Donc quand on a un sportif qui se plaint généralement de blessures, de courbatures, qui a du mal à récupérer, bien sûr ça peut être beaucoup de choses. Ça peut être des carences, une mauvaise alimentation, l'alcool, un excès, un mauvais sommeil, etc. Ça peut être beaucoup de choses, mais ça peut aussi parfois juste être un manque d'hydratation.
Alors c'est bien beau tout ça, mais quelles sont les causes en fait? Qu'est-ce qui provoque la déshydratation de manière concrète? Eh bien, j'ai listé ici quelques éléments. Pour commencer, déjà, l'alimentation à faible densité nutritionnelle, donc c'est-à-dire des aliments qui sont très pauvres en nutriments, qui sont vite digérés. Par exemple, ça peut aussi être trop de crudité, pas assez de graisse, pas assez de protéines, ce genre de choses, selon le régime qui peut être suivi ou tout simplement des mauvaises habitudes. Ça peut aussi être parce que on est une femme. Les femmes sont déjà plus à risque de rétention d'eau que les hommes. Donc déjà ça peut être un risque de déshydratation augmenté juste parce qu'on est une femme. Autre élément, le fait d'être sédentaire, de ne pas bouger durant sa journée ou durant plusieurs heures. La soif ne va pas se déclarer facilement, mais généralement dans ce cadre-là, lorsqu'on est employé, lorsqu'on est statique, je remarque autour de moi que la plupart des personnes boivent des boissons sucrées, du café, pour vraiment se booster, se faire plaisir et tenir le coup sur la journée. Le problème, c'est que ce type de boissons ont des effets diurétiques, c'est-à-dire qu'elles vont augmenter la déshydratation, la perte en minéraux, notamment le magnésium, mais pas que. Autre chose encore, c'est que le fait d'être sédentaire, la circulation sanguine va être moins efficace. Forcément, on ne bouge pas, donc il y a une moins bonne distribution d'oxygène, de minéraux et d'eau aussi. Et donc, dans la même logique, on peut avoir une rétention d'eau augmentée parce que les muscles sont inactifs et ne vont donc pas favoriser un retour veineux et lymphatique. Autre cause possible, le fait de consommer trop de protéines. Plus on va consommer des protéines, plus l'organisme a besoin d'eau pour les digérer, pour les traiter, pour filtrer aussi. Donc ça aussi, c'est un élément à prendre en compte. Cause suivante, les personnes âgées. Évidemment, c'est connu aujourd'hui, la sensation de soif diminue, plus la prise de médicaments, plus une fonction rénale qui décline, plus peut-être des pathologies existantes, avec aussi un mauvais transit et certainement une dysbiose et de l'inflammation. Tout ça mis ensemble, évidemment, fait que les personnes âgées doivent boire avant d'avoir soif, évidemment. Autre cause, ça peut être tout simplement la santé du transit. Si vous avez un mauvais transit, sujet à constipation ou à diarrhée, ça va clairement aussi impacter la partie déshydratation. Ça va aussi dépendre du climat dans lequel vous vous trouvez, au niveau de l'air. Est-ce que l'air est sec? Est-ce que la température est élevée? Est-ce qu'il y a la clim? Ça aussi, évidemment, ça va impacter vos besoins en hydratation. Ce n'est pas à démontrer, l'activité physique intense, évidemment, la sensation de soif va être retardée, ça c'est moins connu, parce que le système nerveux est sollicité, en fait. C'est bien connu que quand on fait du sport ou une activité physique, l'envie de manger disparaît, parce qu'au niveau digestif, ça se bloque, ça s'arrête. La priorité n'est pas là, elle est plutôt au niveau de l'effort. Mais c'est pareil pour la sensation de soif qui peut être retardée, donc préventivement, il va falloir s'hydrater avant, pendant et après. Alors évidemment, si vous pratiquez du sauna régulièrement, cela va de soi qu'il faut s'hydrater correctement et ne pas juste boire un soda pendant sa session, c'est un peu contre-productif. Le stress répété, le stress chronique, là aussi ça va consommer des minéraux et donc ça va affaiblir votre hydratation, mais aussi des maladies, des pathologies comme le fait d'avoir de la fièvre, des vomissements, de la diarrhée, du diabète, des traumas, de la prise de médicaments diurétiques comme des antidépresseurs, des antiacides peut-être, ou même une thyroïde dysfonctionnelle. Beaucoup de choses peuvent vraiment influencer ça. On peut aussi avoir un problème d'hydratation lorsqu'on a un apport excessif en eau. Donc quand on dit qu'il faut boire de l'eau, il ne s'agit pas de se forcer à boire des quantités non plus incroyables. On est un peu tous différents à ce niveau-là. Moi, je ne suis pas du genre à vous conseiller de boire 2 litres ou 3 litres par jour. Ça dépend de beaucoup de paramètres, vous le voyez ici. Bien sûr, il y a des moyennes par rapport aux études. Mais en tous les cas, ce qui est sûr, c'est que trop d'eau, c'est pas bon non plus parce qu'on va diluer le sodium, ce qui peut amener à une hypotranémie, c'est-à-dire des maux de tête, de la nausée, des crampes, des convulsions, une perte de connaissance, voire un décès. Donc c'est vraiment, ça peut être dramatique aussi. C'est-à-dire qu'il y a un trop gros déséquilibre soudain dans le corps, dans la circulation. Le corps n'arrive pas à y faire face et du coup, il y a un déséquilibre trop grand. À l'inverse, si on a un apport insuffisant en eau, là on va avoir des risques de colique hépatique. Donc c'est toujours la même chose en nutrition, c'est toujours une question d'équilibre, de quantité, de qualité. Alors, petite parenthèse au niveau du sport et de la chaleur, parce que là on est en plein dedans. Moi personnellement, quand je fais du crossfit et quand il fait 25-30 degrés, on sent que c'est beaucoup plus difficile et voilà, il y a tout un tas de choses à savoir à ce niveau-là. Il faut savoir que seule l'évaporation de la sueur sous l'effet de la chaleur cutanée va aider à évacuer l'excès de chaleur, contrairement au ruissellement. Donc quand on transpire et que ça s'évapore, ça régule. Mais lorsque ça commence à couler le long de la peau,
ça bloque en fait l'évacuation de la chaleur, ce qui va augmenter la pression de chaleur et la baisse de performance et la déshydratation. Donc une activité physique sous la chaleur soumet le corps à une double exigence évidemment. Donc il va falloir poursuivre l'apport d'oxygène et de nutriments dans les muscles et maintenir la température interne dans les valeurs acceptables. Déjà, le sport en lui-même, c'est un gros stress pour le corps. Un bon stress, on est d'accord, mais un stress quand même. Quand on rajoute un excès de chaleur, il faut quand même s'y préparer un minimum parce que lorsqu'on se blesse, en général, c'est lorsqu'on est déshydraté, lorsqu'il y a trop de chaleur, on est fatigué. Voilà, c'est là on va plus vite se blesser. Au niveau sportif, les conséquences, ça va être la sudation, la hausse de la fréquence cardiaque, la surconsommation de glycogène, la production d'hormones, donc l'aldostérone qui va permettre de préserver les réserves hydriques et minérales de l'organisme. Cette réduction est améliorée chez les sujets entraînés et exposés régulièrement à une ambiance chaude. Donc le fait de pratiquer dans la chaleur, à un moment donné, on finit par s'y habituer. En général, après 2 semaines, on commence à s'y habituer un petit peu et à mieux tolérer ça. Ensuite, l'hormone ADH, donc l'hormone antidiurétique, autorise la rétention d'eau par les reins. Évidemment, le corps s'adapte en minimum. Il y a aussi un ajustement au niveau de la circulation sanguine. Alors bien sûr, il peut y avoir des inconforts comme les crampes, l'épuisement à la chaleur. Autre inconfort possible, c'est les coups de chaleur. Ça peut se manifester par un pouls plus rapide et plus faible, par une hypotension orthostatique, par des maux de tête, par la nausée, des vertiges, un état de faiblesse, une fatigue importante. En fait, le coup de chaleur est une urgence médicale qui survient quand la température corporelle dépasse 40 degrés. Donc cela indique une défaillance des mécanismes de thermorégulation. Ça veut dire que là, le corps n'arrive plus à gérer et il faut vraiment prendre ça en charge. Donc là, il est impératif de rafraîchir rapidement la personne, de la mettre à l'ombre ou dans un endroit frais, d'asperger d'eau froide, d'appliquer des linges humides, de ventiler, d'hydrater évidemment. L'idée, c'est de prévenir tout ça pour ne pas que ça arrive, mais voilà, si ça arrive... Au niveau préventif, déjà, on peut dire qu'on s'y habitue globalement après plus ou moins 10 jours. Ça va dépendre de plusieurs facteurs, cette adaptation, de la température et de l'humidité dans l'air, de la durée, de la fréquence et du moment d'exposition. Forcément, ça n'aura pas le même impact si vous faites un entraînement tôt le matin, à midi ou plus tard le soir, et aussi de la tenue vestimentaire, de votre alimentation et de votre hydratation. Alors l'adaptation sera plus ou moins rapide aussi selon le profil de personne, que ce soit une personne plus âgée, une femme, un enfant ou une personne en surpoids. Mais en tous les cas, une fois qu'on est habitué, il va y avoir une meilleure tolérance au stress thermique et donc un meilleur débit cardiaque. On va avoir une augmentation du volume sanguin, du volume interstitiel, donc le transport du nutriment, l'homéostasie, et une irrigation supérieure des muscles et de la peau à l'effort. Et aussi, on va avoir une diminution de la consommation en glycogène, ce qui est plutôt intéressant. Alors évidemment, en prévention, l'exposition à la chaleur doit être progressive, mais régulière quand même. C'est les premières séances de sport qui vont être courtes, de 20 à 30 minutes, pas des efforts intenses, et pas aux heures les plus chaudes de la journée évidemment. Il faut y aller petit à petit pour pouvoir s'y habituer. Au niveau préventif, c'est intéressant aussi de rappeler que malgré la baisse d'appétit causée par la chaleur, le sportif doit quand même veiller à satisfaire ses besoins énergétiques pour compenser les pertes hydriques et minérales induites par la sudation. C'est évident, mais c'est important de le rappeler. C'est vrai quand il fait chaud, on a tendance à manger moins, on a moins faim, mais attention à consommer suffisamment de végétaux, ramener des minéraux, ramener de l'hydratation avec des fruits, des légumes crus. Bien sûr, il ne s'agit pas de ne manger que du cru, mais l'apport de cru en période chaude, c'est de saison, c'est vraiment nécessaire aussi. Il faut aussi adapter l'apport en féculents selon l'effort, selon les moments de l'effort. Les sources de protéines animales pauvres en matières grasses comme la volaille, le poisson, les fruits de mer et les crustacés éventuellement. Boire plus ou moins de litres d'eau plate par jour, ça encore une fois c'est selon votre profil. Songez au jus de fruits maison, au gazpacho, au smoothie. Donc il y a toute une série de choses qu'on peut faire pour augmenter l'hydratation tout en se faisant plaisir, mais de manière saine évidemment. L'objectif, ça va aussi être de limiter l'alcool, les plats en sauce et les plats trop riches en graisse. Et l'idéal, c'est aussi de rajouter 1 à 2 pincées de sel dans votre plat pour prévenir justement cette perte en sodium. Alors ici, on va passer à quelques conseils pratico-pratiques au niveau de l'hydratation avant et pendant l'effort. Première chose qu'on pourrait dire, c'est le fait de placer une boisson d'effort, un t-shirt et un short humide dans le réfrigérateur quelques heures avant. L'air de rien, ça peut vraiment aider. Prendre une douche froide avant. Augmenter l'hydratation durant les heures qui précèdent l'effort avec la prise de 400 à 500 ml d'eau fraîche 30 minutes avant la séance. Pour ne pas boire trop pendant l'effort, évidemment, pour éviter les taux de gêne. On peut aussi appliquer une poche de glace ou une serviette humide froide autour du cou et sur la tête pendant 10 à 15 minutes avant l'activité. On peut aussi ingérer à l'effort toutes les 10 minutes 2 gorgées d'une boisson d'effort rafraîchie.
On peut débuter l'activité très lentement, adapter la vitesse, la durée, l'intensité de l'effort évidemment. On n'aura pas les mêmes performances qu'en hiver, c'est sûr. Mais tout de même, on va limiter la prise de liquide de 400 à 800 ml par heure d'effort, évidemment. Il ne s'agit pas de trop diluer, comme je l'ai dit précédemment. Adapter la température des boissons ingérées, évidemment, on va éviter d'avoir des boissons glacées. C'est vraiment mauvais. Au niveau de la différence de température, ça va vraiment créer un petit choc inconfortable. Donc vraiment opter pour des boissons fraîches, ok, mais non glacées s'il y a vraiment une forte chaleur. On peut se tourner vers des boissons d'effort hypotoniques ou isotoniques pour les sources de glucides et de minéraux comme le sodium, potassium entre autres. Si on n'a pas trop envie de s'investir dans des boissons toutes faites par rapport à l'effort, on peut aussi faire sa boisson soi-même en ajoutant 1 à 2 pincées de sel dans 400 à 500 ml d'eau ou consommer des aliments un peu plus riches en sodium. Méfiez-vous tout de même des pastilles en sel concentrées en sodium parce que là ça peut créer un choc osmotique, un appel d'eau dans l'intestin, des diarrhées, au final une déshydratation. Donc c'est pas forcément la meilleure des solutions. Et idéalement éviter la prise d'anti-inflammatoires, il y a un risque d'ischémie rénale. Après l'effort, on va patienter si possible 5 à 10 minutes avant de se doucher et de se changer, parce que les vêtements mouillés vont améliorer la perte de chaleur. Ensuite, on va bien évidemment se réhydrater, se reminéraliser l'organisme avec une bonne boisson, avec un bon repas, et prendre une douche avec une eau fraîche évidemment pour aider le corps à se refroidir. Alors on va passer à la partie des conseils. Donc on va déjà commencer par les limitations. C'est les moins agréables à entendre, mais tout de même c'est important. Je ne vous apprends rien, on va essayer d'éviter les alcools, les sodas, les cafés, parce que ça va augmenter la déshydratation, comme vous l'avez compris. D'autant plus que c'est plutôt acidifiant, ça va surutiliser les réserves minérales qui sont stockées dans les eaux, et c'est plutôt diurétique. Donc vraiment, il n'y a aucun avantage à exagérer dans ces consommations durant les fortes chaleurs. En plus, le café va augmenter la fréquence cardiaque avant l'effort, ce qui n'est pas forcément idéal. Après, c'est à voir selon la pratique, votre habitude et votre profil. Il y a des personnes qui tolèrent très bien ça. Donc voilà, ici, je rappelle que tous les conseils que je donne, c'est vraiment de manière générale, globale. C'est pas individuel, forcément, puisque c'est un contenu public. Donc à vous de piocher un petit peu dans tout ça, ce qui vous intéresse, ce qui vous semble juste. Et pourquoi pas tester, tout simplement aussi, pour voir ce qui peut vous convenir à vous-même. On va aussi éviter les excès de sel. Donc clairement, on va augmenter un petit peu la dose durant la chaleur, mais sans non plus aller dans les excès. C'est toujours la même chose, Et c'est pareil pour les sucres raffinés, les aliments cuits et farineux qui vont augmenter la sécheresse, la déshydratation. Attention aux eaux trop acides aussi, parce que qui dit trop d'acidité dit le corps doit devoir compenser en allant chercher les nutriments stockés en réserve dans les os, notamment et dans les dents peut-être aussi. Alors l'eau pétillante au repas, ce n'est pas top. D'une part, c'est trop riche en sodium et donc c'est à éviter chez les hypertendus. Deuxième raison, c'est qu'elle a un effet alcalinisant. Alors quand on voit alcalin, on a tendance à se dire cool, c'est bien, c'est pas acide, donc c'est alcalin, c'est cool. Le problème, c'est que lorsque vous digérez des protéines, l'estomac va être acide, et c'est normal et c'est nécessaire pour que l'enzyme pepsine puisse digérer les protéines. Donc, c'est pas top de boire de l'eau pétillante pendant les repas parce que ça va un petit peu bloquer cette acidité de l'estomac, ce qui va vraiment générer des problèmes digestifs. Et donc, je vois beaucoup de personnes qui boivent de l'eau pétillante pendant les repas, et je parie qu'elles ont des problèmes digestifs, des inconforts, mais ça a toujours été comme ça, du coup, elles ne se posent pas de questions, et il y a des personnes comme ça qui ne sont pas très connectées à leur ressenti, malheureusement, et peuvent faire ça pendant des années en se faisant du tort sans même le savoir. Voilà, comme ça, vous avez l'information. Au-delà de l'eau pétillante, le fait de boire pendant les repas, alors boire un petit peu, ok, pour faire descendre, pour rincer la bouche, etc., il n'y a pas de souci. Mais de là à boire 1, 2, 3 verres d'eau, par exemple, c'est beaucoup trop parce que ça va aussi diluer les sucs digestifs et l'acide chlorhydrique également dans l'estomac, ce qui va aussi impacter la digestion, solliciter la partie intestinale. C'est pas top parce que là, ça va engendrer de la fermentation, des ballonnements, ce qui peut aussi aggraver le SIBO. Donc, toutes les pathologies qu'on peut retrouver dans l'intestin peuvent être augmentées par ceci, notamment l'inflammation, la perméabilité, les intolérances, etc. Donc, moi personnellement, depuis tout petit, j'ai toujours refusé de boire beaucoup pendant les repas. En général, 1 ou 2 gorgées, ça me suffisait. Et je me rappelle encore que mes parents me disaient « Allez, il faut que tu boives, pourquoi tu ne bois pas? C'est bizarre. » J'étais vu comme un extraterrestre parce que je voulais pas boire pendant le repas. C'est juste que j'ai toujours été connecté à mes ressentis et je sentais que ça ne me faisait pas du bien. Et en plus, à cette époque-là, c'était aussi les boissons gazeuses, donc c'était encore pire. Au niveau des choses à favoriser maintenant, eh bien, ça va être un petit peu l'inverse. Donc, on va boire régulièrement des petites gorgées d'eau de qualité,
Donc l'idéal, comme moi je le fais souvent depuis plusieurs années, c'est d'emporter une gourde isothermique avec vous lorsque vous vous déplacez. Donc tout simplement, vous partez en voiture, vous avez un trajet, vous allez faire des courses, peu importe. Prenez toujours une gourde d'eau dans votre voiture, comme ça vous êtes sûr de boire à votre soif de manière préventive. Ensuite, par rapport à la sensation de soif, là, il y a plusieurs écoles. Il y a des personnes qui disent qu'il faut boire avant de ressentir la soif et d'autres qui disent on peut se fier à la sensation. Alors, globalement, durant mes recherches, ce que j'ai trouvé, c'est que oui, il faut boire avant d'avoir soif, surtout quand on est plus âgé. Mais lorsqu'on est jeune et en bonne santé, globalement, s'il n'y a pas de médicaments, s'il n'y a pas de maladie, on peut se fier à la sensation de soif, pas très simple à dire. Et donc, il n'est pas utile de boire trop avant. C'est pas très tranché à ce niveau-là, c'est un petit peu à vous de voir ce que vous préférez, je pense. Mais voilà, je préfère vous dire clairement ce que moi j'ai découvert dans mes recherches. C'est pas oui ou non, c'est toujours la même chose, ça dépend. Alors, autre chose à favoriser, c'est éventuellement, si vous aimez ça, c'est les jus de légumes. Parce que franchement, les jus de légumes, ça hydrate très bien en été. Surtout si vous mettez du concombre, des carottes, du céleri. J'ai déjà fait l'expérience et franchement, ça rafraîchit, ça hydrate. C'est nickel. En plus, ça ramène des nutriments. Donc, si vous avez un extracteur et que ça vous dérange pas de faire ça, je vous invite à essayer. Et évidemment, on peut se dire que c'est pas très bon, mais vous rajoutez une demi-pomme, un demi-citron et ça passe tout seul. C'est une question d'habitude aussi. On peut aussi se tourner vers des bouillons, si vous préférez boire quelque chose d'un peu plus chaud. Les bouillons de volaille, c'est très bien aussi. C'est riche en nutriments. Et bien entendu, favoriser l'alimentation hydratante, comme je l'ai dit précédemment aussi. Les fruits et les légumes crus, voilà, riches en eau naturellement et nutriments, donc ça va vraiment favoriser l'hydratation. C'est pas juste de l'eau plate sans rien dedans, c'est déjà plus intéressant. Vous aurez moins besoin de boire de l'eau si vous consommez des aliments riches en eau naturellement, comme la pastèque notamment. Alors, on peut pas parler de déshydratation sans parler des électrolytes. Qu'est-ce que c'est ? C'est des minéraux spécifiques qui jouent un rôle important dans l'hydratation notamment, mais pas que. Donc on va avoir le potassium, le magnésium, le sodium, le chlorure, le calcium, le phosphore et aussi notamment le bicarbonate qui est un sous-produit du métabolisme. Mais ça, je vais pas trop détailler. Donc tous ces éléments sont importants pour rééquilibrer l'hydratation dans le corps. Et bien sûr, chacun de ces éléments agissent ensemble ou pas. Ils ont des interactions, ils ont d'autres rôles évidemment. On va pas s'étendre ici. Le but, c'est pas de faire un podcast qui dure des heures, mais voilà, de toute façon, progressivement, je vais faire des contenus sur chacun des éléments. Et comme ça, vous aurez un petit peu toutes les informations aussi. La définition de ces électrolytes, c'est des minéraux spécifiques qui sont chargés électriquement, qui sont présents dans le sang, dans la sueur, dans l'urine. Et ils sont capables de transférer des informations entre les cellules nerveuses et le reste de l'organisme. Donc c'est vraiment très important d'en avoir en suffisance. Quelques-uns de leur rôle. Alors, ils ont diverses fonctions dans l'organisme, comme je l'ai dit, que ce soit le métabolisme énergétique, l'équilibre des fluides, comme le sang, les fonctions musculaires, l'équilibre hyper- et hypotension, le système nerveux, donc les neurotransmetteurs et tout ce que ça peut engendrer derrière, comme l'humeur, la concentration, la mémorisation, l'envie de se réveiller le matin, la motivation, la confiance en soi, toutes ces choses-là. La récupération sportive, les os, les dents, le cardiovasculaire, la digestion, l'équilibre acido-basique face à l'inflammation. Donc, vous voyez qu'au niveau des rôles de ces électrolytes, c'est énorme, ça touche à tout. Donc ces éléments, on les retrouve évidemment globalement dans la nutrition, surtout quand on fait un petit peu attention à ce qu'on mange et qu'on choisit des aliments riches en nutriments. Mais ça peut être utile dans certains cas de se complémenter. Par exemple, pendant la croissance, pendant la grossesse, en cas de ménopause, en cas d'activité sportive évidemment, lorsqu'on est stressé, fatigué, lorsqu'on est en période d'apprentissage. Et donc il y a plein de situations qui peuvent augmenter ces besoins. Il y a aussi des contre-indications, comme l'insuffisance rénale, la dialyse, des pathologies cardiaques. Donc évidemment, toujours vous référer à votre médecin avant de prendre des actions de complémentation. Au niveau des sources alimentaires, on a les produits animaux, viande, poisson. On a aussi les noix, les légumes, les fruits. Et donc, en fait, quand vous avez une alimentation équilibrée et essentiellement végétale, vous allez avoir suffisamment d'électrolytes, comme je l'ai dit. On peut aussi créer une boisson maison soi-même pour soutenir l'hydratation durant l'effort. Maintenant, je vous invite toujours à tester hors séance, évidemment, pour voir ce que ça fait chez vous. Est-ce que c'est bénéfique ou pas? Est-ce que ça crée un problème digestif ou pas? Alors, pour un sport de moins d'une heure, donc de 30 à 60 minutes, on peut se tourner vers de l'eau de coco, naturellement bien équilibrée, en sodium-potassium notamment. On peut y rajouter une cuillère à soupe de miel ou 20 g de maltodextrine, plus 1 g de sel. On peut aussi se tourner vers 200 ml de jus de raisin, plus 1 g de sel, plus de l'eau, pour avoir quelque chose de dilué évidemment. Et en bonus, on peut rajouter pour la digestion un peu de curcuma ou un demi-jus de citron, des feuilles de menthe, une goutte essentielle de citron vert.
pourquoi pas, ça peut donner un petit plus. Alors à partir d'une heure de sport, là par heure, on va augmenter vraiment les apports. On va plutôt miser sur 300 mg de potassium, plus 300 mg de sodium, plus 50 mg de magnésium, plus 30 g de glucides, et idéalement des glucides mixtes comme du glucose et du fructose, pour 500 ml d'eau qui est peu minéralisé. Les avantages d'apporter ce type de boisson, en fait, ça va augmenter votre énergie, ça va optimiser l'hydratation et la protection de la muqueuse intestinale, et ça va aussi limiter l'utilisation des protéines pour produire de l'énergie si on a un manque de glycogène. Donc c'est vrai que pour les efforts prolongés, une fois qu'on a atteint les réserves de glycogène, donc le glucose, l'organisme va se tourner vers les protéines. Et là, c'est problématique parce qu'à partir du moment où on consomme des protéines pour fonctionner, c'est contre-productif. On va perdre de la masse musculaire et c'est pas ce qu'on veut. Et en plus, les protéines, ce n'est pas que du muscle, c'est aussi tout un tas de choses qui fonctionnent dans l'organisme, comme des neurotransmetteurs, des enzymes, des hormones ou encore des anticorps. Donc, on a besoin des protéines. Le but, ce n'est pas de les utiliser comme source d'énergie. Donc, le fait d'apporter suffisamment de glucose, de fructose pendant l'effort, ça va vraiment prévenir ce genre de choses. Ça va aussi lutter contre le stress oxydant qui va être généré pendant cet effort et réduire la production de cortisol et d'adrénaline, ce qui est aussi bénéfique. Alors voilà, vous pourriez vous demander, ok, c'est bien gentil, mais moi, par simplicité, je préférerais prendre un complément déjà bien équilibré, bien dosé, etc. Tout à fait logique et compréhensible. Alors pour cela, je vous ai mis dans la fiche récapitulative du podcast quelques références de compléments intéressants. Je vais vous les citer ici, mais je vous laisserai consulter les différents liens qui seront dans la fiche. Donc on a Ergisport, le produit s'appelle Effort. On a chez NutriPure, Pure Electrolyte. On a chez Nutrilogix, Eau de mer électrolyte. C'est un plasma hypertonique. On a chez Energetica Natura, Electrolyte Forte. Et chez LPEV, on a Nergesport Effort. Voilà, ce sont des exemples de produits que je peux vous recommander. Maintenant, si vous souhaitez choisir l'un de ces produits et bénéficier d'une réduction, je vous invite à consulter mon site web. Vous y trouverez une fiche récapitulative des marques, des compléments avec lesquels je collabore. Et dans cette liste, vous avez des liens, des codes promotionnels. Et comme ça, vous pourrez choisir ce qui vous convient le mieux. Et si vous souhaitez un conseil personnalisé, n'hésitez pas à réserver une consultation avec moi-même, je me ferai un plaisir de vous aider. Et donc, pour en terminer, les avantages de ce type de complément, c'est que ça va restaurer l'équilibre biologique cellulaire, renforcer votre immunité, soutenir la circulation sanguine et le système nerveux, prévenir les infections ORL, améliorer l'état de la peau et soulager les œdèmes. Donc j'ai envie de dire ici pour conclure, le plus important c'est vraiment de tester, de vous écouter et pourquoi pas de tenir un carnet de notes pour noter vos ressentis et vos performances. Et donc nous arrivons à la fin de cet épisode. J'espère que je vous ai appris des choses, que j'ai été globalement complet et assez clair dans mes explications. Et pour rappel, vous pouvez télécharger la fiche récapitulative de cet épisode de podcast sur mon site web directement. C'est gratuit, vous n'avez qu'à indiquer votre adresse email et vous recevez l'accès en ligne directement. Et donc je rappelle que les informations citées sont toujours adaptées selon votre cas personnel et en cas de doute, n'hésitez pas à consulter un professionnel de la santé, un nutrithérapeute, moi-même ou un médecin. Et donc j'aime bien de rappeler que tout ce que j'ai cité ici, ce sont évidemment des informations générales. Bien entendu, on peut toujours trouver le tout et son contraire. Vous savez bien, dans ce domaine, c'est assez vaste. Voilà, j'ai fait beaucoup de recherches et j'ai essayé de reprendre la majorité des choses que j'ai pu trouver et qui me semblaient fiables. Mais encore une fois, ici, c'est général. Donc, ne prenez pas tout à 100% pour vous. On est tous un peu différents, donc il y a toujours des petites choses à adapter selon notre cas. Ça vaut mieux plutôt que de se faire du tort. Voilà, je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à bientôt.